Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo de programmation système sur Amiga. Alors jusqu'ici toutes les vidéos que je vous ai faites concernaient la programmation hardware, c'est-à-dire la programmation directement des puces de l'Amiga. Donc c'est-à-dire on programmait par exemple le 68000 pour aller prendre des valeurs en mémoire, les modifier et les remettre en mémoire, où on programmait les puces, les custom chips de l'Amiga là pour faire des graphismes, etc. en utilisant les registres de l'Amiga en DFF quelque chose. On manipulait vraiment que les puces et la mémoire, quoi. Là, donc c'était de la programmation hardware, c'est-à-dire matérielle, qu'on utilise directement les puces électroniques et on les programme directement. C'est ce que les anglo-saxons appelaient autrefois le metal bashing, on est plus près du métal, quoi. Mais l'Amiga, comme tous les ordinateurs de l'époque, avait aussi toute une partie logicielle en fait qui était donnée par les concepteurs de l'Amiga. Donc en général à l'époque, le système était en ROM, contrairement à aujourd'hui sur Windows par exemple, où aujourd'hui un ordinateur quand on l'allume, il charge Windows dans la mémoire et Windows se charge de tout, hein. Windows se charge ici dans la mémoire et hop là, il va faire un peu tout. À l'époque, c'était dans la ROM, et sur Amiga, cette ROM s'appelait le Kickstart. Et la ROM Kickstart de l'Amiga, donc celle que j'utilise depuis le début des vidéos, c'est la 1.3, hein, la plus connue, la plus fréquente de l'Amiga 500 à la fin des années 80. Et donc pratiquement l'intégralité du système, des fonctions système étaient dans cette ROM. Donc le système, c'est des fonctions toutes faites, programmées par les concepteurs de l'Amiga et mises dans cette ROM. Alors, comme toujours avec l'Amiga, ce système était assez extraordinaire pour l'époque, enfin extraordinaire même tout court, puisque c'était un système multitâche, préemptif, ce qui était complètement incroyable pour un ordinateur domestique, on va dire, à l'époque. Donc là, par exemple, on est sur le Workbench. Alors on est sur le Workbench 1.3, hein, donc là, la version des années 80. On n'est pas sur un truc, un Amiga OS moderne ou quelque chose de plus récent. Et vous voyez qu'on peut, on double-clique sur le disque dur et on peut ouvrir très vite là j'ouvre ASM1 par exemple, et je peux le baisser comme ça avec la souris, ouvrir une autre fenêtre, la redimensionner, la mettre où je veux, et voilà, enfin c'est hyper pratique, on a l'impression d'être pratiquement avec un PC d'aujourd'hui, enfin c'est vraiment très très, là il y a juste, il y a un disque dur et un peu plus de mémoire qu'à l'époque, mais c'était quand même un système extraordinaire, vraiment pensé pour l'avenir, multitâche, enfin vraiment génial. Alors, avec le recul, avec 30 ans de recul, c'était vraiment extraordinaire, hein, ce système. Pour l'époque, je pense que peut-être, si on devait trouver un peu un défaut à l'Amiga, ce système a quand même été long à développer pour les concepteurs de l'Amiga et a retardé un peu la sortie de la machine. Ça aurait pu potentiellement leur être fatal, puisque à l'époque, quelques mois de retard d'une sortie de machine, ça pouvait signer son arrêt de mort, puisqu'il y avait, ça évoluait tellement vite l'informatique à l'époque que quelques mois de retard pouvaient être une catastrophe. Et puis, comme toujours sur Amiga, le pendant de toute cette sophistication de l'Amiga pour l'époque, c'était une relative difficulté de programmation. Et là, le système fait pas exception à la règle, il n'était pas hyper simple à programmer, juste à cause surtout de ce concept de multitâche, avec des tâches qui devaient communiquer entre elles, etc. Donc c'était pas très évident à programmer. Et du coup, l'inconvénient de cette difficulté de programmation, je pense au début, pour les gens qui ont programmé des choses professionnelles sur Amiga, parce que les jeux sur Amiga n'utilisaient pas le système, donc il n'y avait pas de souci pour les jeux. Mais pour le système, les programmeurs au début avaient, je pense, un peu de mal avec ce système multitâche, et donc les programmes professionnels sur Amiga avaient la réputation, probablement un peu fausse, de planter, alors que l'Atari ST avait une réputation plutôt de sérieux, hein, avec un système plutôt plus simple et des applications du coup peut-être plus robustes. Et du coup, l'Amiga a gardé peut-être la réputation d'une console de jeu, hein. On voit plein d'annonces de vente d'Amiga encore aujourd'hui qui parlent de console Amiga, alors que l'Atari ST n'a jamais eu la réputation d'une console de jeu. Et pourtant, l'Amiga avait tout ce qu'il fallait pour faire une machine
de créativité géniale. Enfin, tous ceux qui ont fait du graphisme ou de la musique sur Amiga le savent bien. Il y avait tout pour être une machine bureautique géniale. Enfin, la suite Office aurait pu être développée sur Amiga sans problème. Il a eu cette espèce de fausse réputation de plantage pour les professionnels, peut-être à cause de la difficulté de programmation du système, je sais pas. Si vous voulez me dire ce que vous pensez de ça dans les commentaires, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Bon bref, en tout cas avec le recul, ce système était assez génial. Donc on va essayer je vais essayer de vous parler de la programmation système sur Amiga, en sachant que c'est quand même, je suis beaucoup moins à l'aise qu'en programmation hardware, donc on va juste effleurer la programmation système pour ce qui nous intéresse nous en tant que programmeurs assembleurs de démos. Mais la programmation système, c'était clairement un très très vaste sujet sur Amiga, puisque là par exemple je vous ai mis les livres de développement sur Amiga. Donc ça c'est le livre pour programmer l'Amiga de façon hardware. Et vous voyez, pour programmer l'Amiga de façon système, il y a 3 bouquins, quoi, aussi gros que le bouquin hardware. Il y en avait même un 4e, je crois, pour intuition. Donc on a 3 gros bouquins, alors qu'il n'y en a qu'un seul pour le hardware. Et voilà, c'était quand même assez... Il y en a même un autre encore pour l'Amiga DOS qui est à part. La partie DOS du système n'est pas dans ces livres. Bon bref, c'était... voilà, c'est complexe. Donc le système, je vais essayer de vous faire le plus vite possible pour résumer, mais c'est pas évident. Donc d'abord, le système a été programmé essentiellement en C, le système de l'Amiga, à part la partie Amiga DOS justement. Tout le reste a été programmé en C, donc ça utilise beaucoup de structures du C. On est vraiment dans un concept de C. Donc là, je vous ai mis les 2 structures de base dont on va avoir besoin. Donc dans cette ROM là, Kickstart, il va y avoir des librairies de fonctions. Et des librairies qui ont à la fois des fonctions et des données qu'on va pouvoir utiliser nous, les utilisateurs, les programmeurs. Donc ces librairies, c'est des structures. Alors c'est quoi des structures? C'est des suites de données dans la mémoire, les unes derrière les autres, quoi. Donc par exemple, la première structure, la plus importante, enfin pas la plus importante, mais présente partout dans tout le système Amiga, c'est la structure node. Donc NODE. Alors on va essayer de respecter la façon d'écrire du C, parce que le C, contrairement à l'assembleur, est sensible à la casse. C'est-à-dire que quand il y a une majuscule, c'est pas pareil que quand il y a une minuscule. Alors même si en assembleur, on peut rendre l'assembleur sensible à la casse, mais souvent les programmeurs en assembleur s'occupaient pas trop de la casse, alors qu'en C, c'est fondamental. Une variable tout en minuscule n'est pas la même qu'une variable en majuscule. Donc je vais essayer, dans ce que je vous montre, de respecter la syntaxe du C et du système en général. Donc la structure node, qui était au début de toute structure sur Amiga, toute structure système, c'était ça. C'était donc 4 pointeurs, enfin 3 pointeurs à la suite. Donc chaque élément de l'Amiga était ce qu'on appelle un nœud. Alors, au début, ça c'est vraiment un peu tordu, enfin surtout si vous n'êtes pas un professionnel de l'informatique comme moi, qui ne suis pas du tout un professionnel. C'est un peu bizarre ce truc. Donc chaque structure est combinée avec les autres structures. Donc il y a un nœud vers la structure suivante, un nœud vers la structure précédente, enfin un pointeur vers la structure suivante, un pointeur vers la structure précédente. Le type de données qui sont dans cette structure, donc par exemple si c'est une librairie, on va avoir le chiffre, je suis en train de chercher librairie, là, on aura 0,9. Voilà, si c'est une tâche, ça sera 0,1. Ensuite, il y a une priorité, un octet. Donc vous voyez, ça c'est 4 octets, c'est un pointeur, APTR. Ça c'est 4 octets, c'est un pointeur. Ça c'est un octet. Ça c'est un octet. Et ça c'est encore un pointeur. Donc à côté là, c'est les chiffres pour nous aider à programmer en assembleur. C'est les offsets à laquelle on va trouver les différentes données. Donc à l'offset 10 par exemple, il y aura un pointeur vers une chaîne de caractères qui nous renseignera plus sur la structure qu'on est en train d'étudier. Je vais essayer de vous montrer ça en pratique parce que c'est pas facile à expliquer comme ça dans le vide. Donc on va se mettre par exemple dans SM1, on va s'ouvrir un petit truc et on va aller explorer par exemple la mémoire. Alors la première librairie de l'Amiga qui est toujours ouverte se trouve à l'emplacement. Alors ça
l'endroit où elle se trouve en mémoire se trouve toujours à l'adresse 4 de l'Amiga. Alors j'essaye de... c'est pas très clair ce que je vous raconte. On va aller voir la mémoire à l'adresse 4. Alors voilà, on est à l'adresse 4, et à l'adresse 4 de la mémoire de l'Amiga, il y a toujours, sur tous les Amiga, l'adresse de la librairie exec, qui est la librairie principale de l'Amiga, et qui est toujours ouverte. Donc exec, c'est à la fois le noyau qui s'occupe de gérer toutes les tâches et le multitâche de l'Amiga, et c'est aussi une librairie. Donc elle se trouve donc en C00276, en hexadécimal. Hein. Donc $C00276. Donc on va aller voir du coup à cette adresse. Donc on va faire h.l $C00276. Et là, comme je vous ai dit, ça commence par une structure node. C'est-à-dire qu'on a un pointeur vers la structure suivante du même type. Donc là, c'est 09. Donc c'est bien une librairie, hein, comme je vous ai dit. Donc là, si je reviens ici, on a dit que 9, c'était une librairie. Hein. Là. Donc, ça, c'est la prochaine librairie d'ouverte, se trouve en C0192E. La librairie précédente se trouve en C003F0. Là, il y a donc le type de structure. Là, il y a la priorité, donc 00. Et ensuite, on a un pointeur vers du texte qui nous renseigne plus sur cette structure. Donc là, ce pointeur, c'est 00FC00A8. C'est de l'octet 10 à l'octet 14. Quoi. Enfin, 13. 10, 11, 12, 13. On peut aller voir ce qu'il y a en 00FC00A8. Donc, on va aller faire ça. 00, on a dit FC00A8. Et on voit qu'effectivement, ça pointe vers du texte qui nous renseigne sur ce que c'est. Donc là, ça pointe vers exec.librairie. Hein. C'est le titre de ce qu'on était en train d'explorer. Donc si on revient dans notre librairie principale, on voit qu'après après le node, là, la structure node dont je vous ai parlé, qui fait 14 octets, donc 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, on voit qu'il y a d'autres données là, que c'est pas fini. Et en fait, il y a une suite de données jusqu'à l'octet 34, donc jusque là en fait, voilà, jaune c'est pas terrible, peut-être en noir. Ici en fait, c'est pas beaucoup mieux, il y a une autre structure, là, une autre structure qui englobe la structure node, qui est une structure librairie justement, dont on va parler juste en dessous. Une structure librairie, elle contient elle-même une structure node qui fait donc 14 octets, on a la structure du dessus ici, et ensuite on a un octet qui donne des drapeaux pour la librairie, un octet de pad, alors de padding, le pad en anglais ça veut dire qu'on passe un octet pour retomber sur une adresse paire. Hein. Ensuite on a la taille en négatif de la librairie, la taille en positif de la librairie, parce que vous allez voir que les librairies en fait, elles vont vers le plus et vers le moins. Je vais vous montrer ça juste après. Là par exemple, si on veut la taille en négatif de la librairie exec, eh bien il faut aller, donc là on est à 0, 16, on est en 16 justement, c'est un mot, donc la taille elle est de 0,276 en hexadécimal, hein, $0,276 octets en négatif, et 0,246 octets en positif, voilà, le mot d'à côté. Et puis ensuite il y a d'autres données sur la librairie. Donc voilà, ça c'est une librairie de l'Amiga, c'est la librairie principale qui est la librairie exec, et ensuite il y a plein d'autres données spécifiques à exec. Donc là je ne vais pas détailler parce qu'il y a plein de trucs, pour l'instant ça ne nous intéresse pas pour on va dire dégrossir la programmation système. Alors voilà comment marche une librairie sur Amiga. En positif, il y a ce qu'on vient de voir. Donc une structure librairie, et ensuite des données spécifiques à la librairie, dans le cas présent exec, mais à toutes les librairies ce sera pareil, elles auront des données spécifiques. Elles auront une structure commune à toutes qui sera la structure librairie, et ensuite elles auront des données spécifiques à chaque librairie. Mais il y a aussi en négatif pour le coup des données, enfin des sauts
vers des fonctions de la librairie. Voilà, donc par exemple, si je, pour vous montrer ça de façon toujours assez visuelle avec le ASM1, si je désassemble la mémoire à partir de $C00276, vers le positif, il n'y a que des trucs qui veulent rien dire puisque c'est pas du code, c'est des données. Donc on tombe sur un code qui veut rien dire. Par contre, si je remonte avec la flèche vers le haut, je tombe sur une suite de sauts. Vous voyez, jump, 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 jump. Ça, c'est les différentes fonctions de la librairie exec. Donc on va les numéroter en moins. Donc là, la première fonction, elle est en moins 6, pardon. Parce qu'un jump, ça prend 6 octets. Un jump vers une. Vous voyez, ça saute dans la ROM. FC231C, c'est des adresses dans la ROM, ça, dans la Kickstart. Et c'est que des adresses dans le Kickstart. Donc là, on a la première fonction qui est en moins 6, la deuxième ici qui est en moins 12, etc. Là, on est en moins 18, là, on est en moins 24, etc. Et donc, cette fonction-là, qui est en moins je sais pas combien, c'est une fonction aussi utilisateur qu'on peut nous utiliser de la bibliothèque exec. Alors les 4 premières, en l'occurrence, la moins 6, moins 12, moins 18, moins 24, c'est réservé au système, donc les vraies fonctions utilisateurs, elles commencent en moins 30 ici. En moins 30. Alors, on va essayer de programmer tout ça. Donc, pour vous montrer ça, je vous ai mis juste un petit schéma avec quelques fonctions de exec, voilà. Donc, par exemple, on a en moins 198, la fonction alloc_mem, pour allouer de la mémoire. Donc on va essayer de s'allouer un petit peu de mémoire. Donc on va se faire un petit programme en assembleur. Donc il faut commencer, alors quand on utilise une librairie de l'Amiga, il faut toujours mettre l'adresse de la librairie en A6. Il faut toujours que l'adresse de base de la librairie qu'on utilise soit en A6. Donc là on va donc mettre move.l 4,6 pour aller mettre le contenu de l'adresse 4 dans le registre A6. Donc C00276 dans A6. Vous verrez peut-être parfois écrit comme ça, c'est de l'adressage absolu court. Bon, ça complique un peu pour pas grand chose, c'est juste pour que l'instruction prenne moins de place. C'est pour raccourcir un peu la taille de l'instruction move. Bon, peu importe. Je vais enlever parce que je trouve que ça peut être une source de confusion. On va mettre donc, avec le move.l, là on va pas mettre la valeur 4. Hein. Pour mettre la valeur 4 dans A6, il faudrait mettre un dièse comme ça. Comme on ne met pas de dièse, on met bien le contenu de l'adresse 4. Donc les octets 4, 5, 6. Enfin, oui, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7 dans A6. Donc, on met donc là ici dans l'occurrence adresse de exec dans A6. Et il faut toujours que votre adresse de base de la librairie que vous utilisez soit dans A6. Alors ensuite, on voit que pour utiliser la fonction alloc_mem, il faut mettre le nombre d'octets qu'on veut réserver dans D0. Donc par exemple, on va réserver 50 octets. Hein. Move_q. Alors là, pour le coup, on met le dièse. Hein. Et puis, on voit qu'il faut aussi mettre dans D1 des flags, donc des drapeaux, des bits qui vont avoir un sens. Donc par exemple, si on veut réserver de la mémoire cheap, il faut mettre 2. Donc on va mettre 2 dans D1. On va aller mettre 2 dans D1. Et ensuite, on va pouvoir appeler. Donc ça, c'est les paramètres de la fonction qui sont dans D0 et D1. Alors attention, hein, quand on appelle une fonction du système Amiga, D0, D1, A0, A1 peuvent être effacés. Hein. Donc il ne faut jamais considérer quand on revient de la fonction que D0 a toujours la valeur 50 par exemple. D0 aura une autre valeur. D1 aussi, A0 aussi, A1 aussi. Par contre, tous les autres registres seront préservés. Donc là, c'est nombre de. Là, ça, c'est les paramètres de la fonction. Là. Et donc là, on va appeler alloc_mem. Donc on va faire JSR. On va sauter à l'adresse mémoire. Donc c'est moins 198 de A6. On va allouer de la mémoire. Encore une fois, si on revient, si on fait h.l $C00276 moins 198, voilà, là on a le saut. Donc là, la véritable adresse de la fonction alloc_mem en mémoire, c'est en fait
C'est C0. J'espère que je dis pas de bêtises, j'aurais mieux fait de faire D pour pas me tromper. On va faire D plutôt. Voilà, c'est C0 65E8. C'est ça la fonction qui réserve de la mémoire. En l'occurrence, elle n'est pas en ROM, elle. Et vous allez me dire pourquoi on saute pas directement ici, plutôt que de passer par un moins 198 de trucs. C'est parce qu'en fait, les concepteurs de l'Amiga avaient considéré que la ROM allait changer, allait évoluer. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, les ROM ont évolué. Donc les fonctions seraient plus à la même place dans la ROM. Par contre, le moins 198, ça serait toujours moins 198 d'une version à l'autre de l'Amiga. Donc c'était pour conserver la compatibilité d'un Amiga à l'autre, c'était vachement bien pensé. Alors, par exemple, dans les toutes premières démos de l'Amiga, il y avait des démos qui respectaient pas ça, qui sautaient directement en ROM. Et du coup, ces démos, elles sont compatibles qu'avec le Kickstart sur lequel elles ont été développées. Je pense à la démo TechTech, par exemple, qui est une super démo Amiga des années 88, quelque chose comme ça, 87, qui devait utiliser directement les fonctions système, et du coup, elle n'est compatible qu'avec le Kickstart 1.2. Si vous voulez lancer la démo TechTech sur WinUAE, il faut que vous mettiez le Kickstart 1.2, par exemple. Donc c'était beaucoup mieux de sauter effectivement d'abord un saut relatif à la base de la librairie, pour ensuite que les concepteurs puissent changer ces valeurs-là, s'ils changeaient la ROM, quoi. Donc voilà, on revient à notre programme. Alors, comme toujours dans la programmation système, donc là on a fait un allocmem. Allocmem. Comme toujours dans la programmation système, dès qu'on a ouvert quelque chose, il faut fermer quand on sort, sinon on va avoir des fuites de mémoire. On va réserver des trucs et sans jamais les fermer. Donc le système réserve de la mémoire, mais ferme jamais rien. Du coup, on a ce qu'on appelle des fuites de mémoire, c'est-à-dire que la quantité de mémoire disponible devient de plus en plus petite. Donc, faut pas oublier quand on a fait un allocmem, à la fin de notre programme, de faire un freemem. Donc, vous voyez, j'essaie de respecter la syntaxe du C avec des majuscules à chaque mot, en fait. Alloc, il y a une majuscule, et mem, il y a une majuscule, free, il y a une majuscule, et mem, il y a une majuscule. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire, pardon, allocmem nous renvoie un pointeur vers la zone mémoire qu'il a réservée. Donc il le renvoie dans D0. Toutes les fonctions renvoient leurs données dans D0. Donc là, on peut mettre juste après l'appel vers allocmem, D0, on va l'appeler, je sais pas, pointeur mémoire, pointeur mem. Et du coup, là, on va mettre dans nos data un pointeur mem, ds.l1. Voilà, donc on peut... et d'ailleurs, on peut vérifier que ça c'est bon, on va rester comme ça pour l'instant. Et pour fermer la mémoire, il faut remettre 4.w,6, 4,6, move.l 4,6. Et là, il faut donner, donc pour freemem, il faut lui donner le pointeur mémoire, donc le contenu de pointeur mem, dans A1. C'est pas dans D0, cette fois c'est dans A1. On va mettre li pointeur mem virgule A1. Et il faut lui donner la taille dans D0. Donc on va lui remettre 50 dans D0. Et on va donc sauter. Voilà. Donc là c'est freemem, c'est moins 210 de A6. Moins 210 de A6. Voilà. Donc ça c'est la fonction freemem. Ça c'est la fonction allocmem. Voilà. Et si on veut, entre les deux, on peut faire une petite attente, une petite boucle souris. Comme on a déjà fait plein de fois dans les vidéos précédentes. Voilà. Donc normalement, si je vais sauver ça en temporaire, alors du coup je suis pas dans mes sources habituelles. On va se mettre en temporaire. On va assembler ça, on va lancer. Donc il nous réserve de la mémoire là.
Et puis on clique et j'ai oublié de mettre un RTS, pardon, excusez-moi. Donc, hop, c'est ça qui nous met une erreur. On clique. J'ai dû faire une bêtise puisque ça ne va plus. Le célèbre gourou méditation. Alors on va se remettre dans le système. On va aller récupérer mon fichier temporaire. Et qu'est-ce qui va pas? C'est bien A1, je me trompe pas. Alors, moins 210, ouais. Alors, où est-ce que je me suis trompé? Ah non, c'est pas li pointeur même, excusez-moi, c'est move pointeur même. Il faut bien sûr le pointeur lui-même et pas l'adresse du pointeur. Excusez-moi. C'est jamais très facile de faire la vidéo en même temps. Donc là, ça devrait être bon. Voilà. Et si on va voir ce qu'il y a en pointeur, même, on a une adresse où il avait réservé de la mémoire en chip. Vous voyez, il avait dû réserver de 10710 à 10710 plus 50, quoi. Enfin, là, c'est en hexadécimal. Voilà, donc, ça, c'était un exemple de fonction de exec, de la librairie exec qui est toujours ouverte. Maintenant, si on veut d'autres librairies, donc, il y a plusieurs librairies sur Amiga, hein, je vous les ai mises là, je crois. Voilà, elles sont ici. Donc il y a la librairie, bon il y en a plein. Les librairies les plus utiles et les plus connues, ça va être la DOS, bien sûr, pour s'occuper de tout ce qui est disque, hein, et fichiers sur disque. La exec, donc la principale. La graphics, en librairie. Intuition, qui était la bibliothèque la plus connue sur Amiga, qui s'occupait des fenêtres et des écrans, etc. Donc par exemple, si on veut ouvrir la librairie Intuition, on va utiliser la fonction de exec Open Library. Une fonction pour ouvrir une librairie. Donc là, donc on va voir ce qu'il faut comme Open Library, il lui faut l'adresse, un pointeur vers l'adresse du nom de la librairie. Donc il faut qu'il ait ça en A1. Donc on va mettre ici li intuiname virgule 1. On va aller mettre le nom de la librairie, donc intuiname de .dc.b. Et donc là, il faut respecter strictement la casse, hein, donc c'est tout en minuscule. Intuition.library, virgule 0. Ça doit être en mode ASCII 0, hein, c'est-à-dire que là, le texte doit toujours se finir par un 0. Ensuite, si on veut, on peut mettre la version, je crois, dans D0. Et si on met 0, ça nous ouvre la dernière version. Donc on va mettre 0. Et au lieu de faire 198, là, on va faire, donc alloc même, c'est, enfin, Open Library, par contre, c'est moins 552. Donc on va faire moins 552. Et là, ça sera plus alloc même, mais ça sera, enfin si, non, ça sera la fonction Open Library. Et du coup, là, ça sera plus pointeur même, mais ça sera intuition base. Ça sera la base de la librairie intuition. Alors là aussi, j'essaye de respecter la case du C. Donc au lieu d'avoir pointeur même, là, on va appeler ça intuition base avec une majuscule à intuition et à base. Pour que ça soit la même chose qu'en C, quoi. Voilà, donc on fait notre petite souris comme d'habitude. Et là, au lieu d'avoir, alors c'est plus alloc même, c'est Open Library, là. Et là, comme toujours, il faut fermer la librairie qu'on a ouverte. Hein. Donc on va faire un close library. Donc là, il lui faut toujours 4 le contenu de 4 en A6. Pour fermer une librairie, il faut simplement le pointeur de la librairie en A1. Donc on va mettre move.l
intuition base, virgule 1. Et là, il n'y a rien besoin dans des zéros. Et au lieu de faire moins 210, on va faire la fonction close librairie. Donc là, j'ai pas respecté la casse là-haut, par exemple. C'est la fonction open librairie avec une majuscule à O et à L. Et donc là, c'est plus moins 210, mais c'est moins 414. Voilà, on va sauver ça en temporaire 2. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Donc là, si on va voir intuition base, on a bien une valeur en intuition base. Donc c'est bon, il y a bien une librairie qui s'est ouverte. Ok. Donc, alors souvent, pour programmer comme ça, au lieu de mettre des chiffres ici, vous mettez des constantes. C'était plus clair, donc vous mettez par exemple open, donc je vais respecter la case du C, hein, librairie égale moins 552, et close librairie égale moins 414. Et là, au lieu de mettre moins 552, on mettait donc open librairie. Et là, on mettait donc close librairie. C'était quand même mieux. Donc, ça rend le code plus lisible en fait. Hein. C'est la même chose, hein, rien n'a changé, mais voilà, j'ai dû faire une erreur quelque part. Ouais. J'ai pas mis la majuscule B. Et là-haut non plus. Non, si c'est bon, pardon. Open librairie. Est-ce que c'est bon ça? Ok. Donc maintenant qu'on a ouvert la librairie Intuition, on va pouvoir utiliser des fonctions de cette librairie. Donc là, je vous ai mis quelques fonctions de la librairie Intuition en dessous. Par exemple, il y a la fonction display bip qui fait flasher les screens. Donc si on fait, par exemple, juste après là, donc là, on va utiliser la fonction display bip de la librairie Intuition. Donc là, au lieu de mettre 4 en A6, on va mettre move.l intuition base virgule A6. Là, c'est plus l'adresse de base de la exec librairie qu'on veut en A6, c'est l'adresse de base de l'intuition, parce qu'on va utiliser une fonction de l'intuition. Et donc ensuite, on peut faire, donc il faut, pour cette fonction, il lui faut l'écran, l'adresse de l'écran dans A0, mais on peut mettre 0 dans A0, si on met 0, ça flash tous les screens. Donc on va mettre 0 dans A0. Alors pour mettre 0 dans un registre d'adresse, le plus simple, c'est de lui enlever sa propre valeur. Donc on enlève A0 à A0, comme ça il y a 0 dans A0. Et on peut faire JSR, je crois que c'est moins 96 de A6. Ça c'est display bip. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié. Alors là, il n'y a rien à fermer parce que nous, on ne réserve pas de mémoire ni rien. Donc si on assemble ça et qu'on lance, alors vous avez vu, ça a flashé une seule fois. C'est peut-être pas terrible. On peut peut-être mettre, ça au sein de la souris, la boucle de souris pour le voir plus. Ça devrait peut-être être plus visible. Voilà, ça flash l'écran quoi. Alors, ce qu'on peut faire aussi d'intéressant, au lieu d'utiliser la fonction display bip, on va essayer d'ouvrir un screen. On va essayer d'ouvrir un écran de ce type-là, comme le Workbench, avec la fonction Open Screen. Donc que je vous ai mis ici. Alors là, tout de suite, ça se complique. Il faut avoir des structures. Pour utiliser la fonction Open Screen, il va falloir qu'on ait une structure New Screen que je vous ai mis ici, qui va en fait définir les caractéristiques de l'écran qu'on veut ouvrir. Donc ça en C c'est plus facile puisque le C est fait pour gérer toutes ces structures là. Mais on va quand même le faire en assembleur, ça on va y arriver même si c'est un peu plus rébarbatif. Je vais mettre ça un peu sur le côté. Donc on va enlever la fonction display bip là. Alors au lieu de tester le bouton gauche de la souris, je vais peut-être tester le bouton droit. Pour qu'on puisse voir.
je vérifie que j'ai pas fait de bêtises. Ah, c'est bon. Donc il va falloir qu'on ouvre, donc là on va dire que c'est nos data. Une structure de type newscreen. Alors on va définir ça nous-mêmes ici en assembleur. Hein. Donc on va appeler ça. Alors je vais essayer de décaler plus mon truc là. Voilà. Voilà, on va définir une structure newscreen. Donc on va appeler ça newscreen tout simplement. Et c'est surtout des mots, vous voyez, surtout des mots. Donc 2 octets à chaque fois. Donc on va commencer par faire dc.w. Donc on va remplir les trucs un par un. Donc left edge, top edge, c'est l'endroit où on veut que l'écran commence en haut à gauche. Donc on va mettre 0,0 pour qu'il commence en haut à gauche. Ensuite, width 8, c'est la taille en pixels, en largeur et en hauteur. Donc on va mettre 320 par 256. Ensuite, depth, c'est le nombre de bitplanes qu'on veut, donc le nombre de couleurs. Donc là, on va mettre 4 couleurs, donc 2 bitplanes. Ensuite, c'est détail pen, block pen. Alors là, attention, c'est des octets. Hein. Donc on va mettre, on est toujours dans une déclaration de mots, donc on va mettre par exemple 0001. Donc on aura 00 en couleur de détail et 01 en couleur de fond, je pense, ou l'inverse, je sais plus. View mode, on va mettre 0. Dans les view modes, c'est, je vous ai mis ça ici. Je vous ai mis une petite case à côté là. C'est par exemple si vous voulez être en haute résolution, mettre les sprites, l'extra bright, etc. Bon, pour l'instant on met rien, donc 0. On met un écran basse résolution normal. Ensuite, il y a le type d'écran. Alors là c'est pareil, je vous ai mis ça à côté. Ça c'est les mots-clés du C, hein, comme ici. Par exemple si vous voulez mettre HIRS en C, en haute résolution, il suffit d'écrire HIRS en C, H-I-R-E-S en majuscule. Et là, nous, on va ouvrir un custom screen, un écran à nous, quoi. Donc le mot-clé, c'est custom screen en majuscule en C. Mais la valeur hexadécimale ou décimale pour ça, c'est 15. Donc on va mettre 15. Hein. Hop. Ici, on va mettre 15. Ensuite, on en est à fonte, donc là fonte on s'en fiche, on va mettre 0 pour avoir le font par défaut. Ensuite on a le titre, alors non le font pardon c'est un point L. Donc on va mettre à côté, ouais, on va mettre là dc.l, parce que là c'est des longs mots, c'est des pointeurs, donc là on va mettre 0 pour le font. Pour le titre on va dire, on va mettre un pointeur vers mon titre. Et puis en dessous, on va mettre mon titre de .dc.b, mon écran, virgule 0. C'est toujours pareil, c'est en ASCII 0, donc on met mon titre est un pointeur vers des données texte. Après mon titre, il y a les gadgets, on va mettre 0, et il y a les custom bitmap, on va mettre 0. Et je pense que ça devrait être suffisant pour utiliser la fonction OpenScreen. Alors, on va voir. Donc là, on va faire ouverture d'un screen. Ouverture d'un screen avec intuition. Donc là, pareil, on fait ça, move.l. Intuition base, virgule 6. Donc il faut mettre l'adresse de la structure newscreen dans A0. Donc li, pour le coup, newscreen, virgule A0. Et JSR, donc OpenScreen, moins 198. Là, on peut peut-être appeler ça OpenScreen. Égale moins 198 et on va faire close the screen en même temps égale moins 66. Alors là on va faire un open screen de A6 et du coup ça nous renvoie un pointeur vers une structure screen. Donc on va faire move.l d0, donc ce qui est renvoyé par la fonction OpenScreen vers, on va appeler ça screen pointer, screen ptr. Et là, au lieu de mettre, on va faire un pointeur screen ptr de .ds.l1.
dc.l0 si vous voulez, c'est pareil. Ok. Et attention, une fois qu'on aura ouvert cet écran, il faudra le fermer. Donc pareil, on va faire close screen. Donc pareil, il faudra mettre intuition base dans la 6. Il faudra du coup l'adresse du pointeur screen dans A0. Donc là, ça sera move.l screen ptr dans A0. Et donc JSR close screen de la 6. Normalement, ça devrait être bon. On va assembler tout ça, on va lancer. Et voilà, on a ouvert un écran qui s'appelle mon écran. Et vous voyez, on a un autre écran, quoi, du... Hop. Et si j'appuie sur le bouton droit, il doit se fermer, normalement. Voilà. Ok. Alors, on peut aussi dessiner dans cet écran. Alors, le problème, c'est que pour dessiner, il va falloir utiliser les fonctions d'une autre librairie qui s'appelle graphics.librairie. Donc, on va pouvoir ouvrir... Là, on a ouvert Intuition. Open Librairie Intuition. On va pouvoir faire la même chose, mais pour Graphics cette fois. On fait pareil. Mais ça va pas être Intuition, ça va être Graphics. Pour librairie. Donc du coup, là, même chose, au lieu d'IntuiName, on va mettre GFXName pour respecter la case du C. Hein. Si on revient là, dans ce que je vous ai montré, vous voyez, il faut respecter... Enfin bon, là, pour le nom, c'est pas grave, mais pour le pointeur, par contre, on fera GFX base, avec une majuscule à G et à B. Donc là, GFXName... 0,0 pour la dernière version, Open Librairie, et on n'ira pas vers Intuition base, mais vers GFX base. Donc il nous faut le nom de la librairie. Donc on va mettre là GFX name de point dc.b graphics.librairie 0. Il nous faut un pointeur. Donc ça s'appelle GFX base. Et il faut bien qu'on pense à fermer. Donc là on a fait close librairie Intuition. Il va falloir qu'on fasse la même chose, mais pour graphics. Donc là, on va fermer la graphics.librairie. Et au lieu d'intuition base, on met GFX base. Voilà, on va déjà vérifier que ça fonctionne. On ouvre bien l'écran, on ferme bien, ça a l'air bon. On va vérifier qu'il y a bien un pointeur en GFX base. C'est bon. Ok. Donc on va utiliser les fonctions move et draw de la fonction graphique pour faire des dessins dans notre écran. Alors comment ça marche ces fonctions? Je vous les ai mises en dessous, je crois. Voilà. Je vous ai mis la structure screen en dessous qui a été renvoyée par la fonction OpenScreen parce qu'on va avoir besoin, en fait, les fonctions de la graphics.librairie pour dessiner dans le screen vont avoir besoin de l'adresse du rasport ici. En 84 à l'offset 84 de la structure screen. Donc c'est pour ça que je vous ai mis la structure screen ici. Donc du coup, pour dessiner dans la librairie, dans l'écran, avec la librairie graphique, c'est principalement move et draw qu'on va utiliser. Donc move, c'est pour se mettre à un endroit de l'écran, enfin de l'écran qu'on vient d'ouvrir, de mon screen là. Et ensuite draw, c'est pour faire un trait depuis la position précédente vers la position suivante. Donc, comment on va faire ça? Eh bien, il va falloir d'abord qu'on ait le rasport en A1. Donc on va de nouveau, là on va faire dessin d'un trait avec la GFX lib. Donc, de nouveau on va faire un move, et là du coup on va pas mettre intuition base
mais GFX base, hein, puisqu'on va utiliser la librairie graphique cette fois, donc on va mettre la librairie graphique en A6. Ensuite, il va falloir qu'on ait le rastport. Donc là, on a le screen pointer qui est en A0. Donc on va mettre move.l screen, comme on l'a appelé, je sais plus, le pointeur de notre écran. Screen PTR. Donc, screen PTR, virgule A0. On peut même faire, oui, virgule A0. Et ensuite, on va se mettre en 84. Voilà. Donc 84 de A0. Donc on se met, on fait un lit 84 de A0, virgule A0, ça nous met en A0 plus 84, quoi. Donc ça, c'est bon. On a rempli l'adresse du rastport. Et ensuite, on va mettre, donc on va se mettre en, je sais pas moi, donc c'est D0 et D1. Je vais me remettre comme ça pour que vous voyez mieux. D0 et D1 pour les positions X et Y. Donc on va se mettre en move.w, je sais pas moi, 20, virgule D0. On va se mettre en 20-20. Et on va appeler la fonction move. Donc c'est moins 240 de A6. Ok, ça c'est la fonction move. Fonction move de GFXlib. Et ensuite on va appeler la fonction draw. Donc on refait la même chose. Attention, A0, D0, D1 ont pu changer. Hein. Donc on reprend tout en gros. On recommence tout. Alors graphics base, lui, normalement, n'a pas changé. On n'est pas obligé de le reprendre. Par contre, il faut qu'on remette le rastport dans A0. Et là, on va se mettre en, je sais pas, 120, 120. Et là, on va appeler la fonction draw. Donc c'est moins 246. Donc c'est plus la fonction move, c'est la fonction draw. Avec une majuscule si on veut respecter la case du C. Donc là, je devrais mettre move comme ça. Voilà. Je vais sauver ça. Je pense que ça devrait fonctionner. Ça ne fonctionne pas. Donc je me suis trompé quelque part. Probablement dans l'adresse du rastport, j'ai mis en A0 alors que c'est dans A1 en fait. Donc évidemment ça peut pas marcher. On recommence. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis non là d'ailleurs, c'était juste pour vous remettre le système. Tac. C'était temps 2 je crois. Voilà, donc c'est pas A0, c'est A1. Donc évidemment, ça ne peut pas fonctionner correctement si je mets pas le bon registre. Ça devrait aller mieux, j'espère. Voilà, on a bien un trait sur l'écran qui part de 20-20 jusqu'à 120-120. Voilà, bah, pour une première vidéo pour dégrossir un peu l'organisation du système Amidia, je pense que je vais m'arrêter là. Alors évidemment, c'est très vaste, hein, donc je vais pas rentrer dans le détail de tout. En particulier la librairie Intuition, par exemple, elle sert à ouvrir des fenêtres comme celle-ci, là. Hein, donc je sais pas si j'ouvre un shell avec tout ce que ça comporte comme possibilités, avec les gadgets, les menus, etc. Donc il y a plein de possibilités avec tout ça, hein, que je vais pas détailler. Je pense que dans la prochaine vidéo, je vous parlerai surtout de la bibliothèque Amidia DOS, qui était le DOS quoi, la DOS.librairie, qui était la librairie la plus utile pour les programmeurs en assembleur hardware comme nous, qui n'utilisions pas beaucoup à l'époque le système. Mais bon, c'est vrai que le système avait un côté moins fun quand même que la programmation hardware, hein, c'était moins magique. On utilisait des fonctions que d'autres avaient programmées, donc c'était un peu moins extraordinaire, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous avez aimé, mettez-moi des pouces et écrivez-moi des commentaires, ça me fait toujours très plaisir. À bientôt.